31 décembre 2013, à Brest, dans le Finistère. Les protagonistes de cette aventure, Christophe Delacour, géophysicien spécialiste de l'évolution du littoral à l'Université de Brest et au CNRS, Mila, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Alors que nous fêtons le passage à la nouvelle année, un cyclone se forme au large de l'île de la Réunion. Christophe Delacour va devoir se rendre sur place. Nous revivons avec lui cet événement. Plongeons au plus près du littoral. J'ai un collègue, Emmanuel Augereau, qui suit donc en fait toute la partie évolution météo dans l'île. Et en effet, le 30, il me téléphone en me disant voilà, Christophe, t'as vu, visiblement on a un cyclone qui arrive. C'est évidemment pas la bonne période parce qu'on se doute bien qu'un cyclone qui va passer le 1er janvier, ça n'est pas la meilleure période pour pouvoir utiliser le matériel, pour pouvoir aller sur place. Donc il me dit qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien à ce moment-là, on déclenche la mise en place des appareils à distance en se disant que même si on a un souci de coupure de courant, eh bien le système va continuer à enregistrer. Mais c'est vous qui choisissez de partir ou c'est votre boss qui vous envoie ? Enfin, ça se passe comment en fait ? Alors, il faut imaginer que quand on est chercheur, on a des projets de recherche. Et quand on dirige un projet de recherche, après, on a les moyens financiers qui nous permettent de décider quand est-ce qu'on va partir, comment on va utiliser ces crédits. Donc c'est en effet nous qui décidons quand on va partir, ce qu'on va installer. Bon, alors on n'a pas de temps à perdre, on emmène quoi dans nos valises ? Margot, n'oublie pas ton maillot de bain. C'est vrai, j'y pense, tu as raison. Alors évidemment, tout simplement, oui, il faut toujours garder en tête que lorsqu'on passe de l'hémisphère nord au mois de janvier à l'hémisphère sud au mois de janvier, eh bien, le climat est totalement opposé. Donc indépendamment justement de ces petits problèmes vestimentaires, évidemment, on va en prendre un certain nombre de matériel. Et le matériel qu'on prend désormais pour aller faire ces mesures sur les plages, ce sont des drones. Après 11 heures de vol, nous arrivons à l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion, puis à l'hôtel, on pose nos valises et on file direction la plage de l'Ermitage Saint-Paul, donc c'est à l'ouest de l'île. C'est la partie qui a été le plus touchée par le cyclone. On arrive sur place. Un après-cyclone est toujours très surprenant, puisqu'autant on a pu voir à la télé justement des tempêtes absolument incroyables, des vents extrêmement puissants, des houles extrêmement hautes, des précipitations intenses, et bien quand on arrive là-bas, c'est le calme plat. Juste après justement le cyclone, c'est une période qu'on sait être totalement calme. Donc pas de vent, plus de pluie, le vent est tombé. C'est exactement pareil quand vous voyez arriver une tempête quand vous êtes ici. On voit il y a toute une partie juste après la tempête ou juste avant la tempête où c'est le calme. Mais c'est exactement pareil sur un cyclone, c'est peut-être encore pire. Les périodes avant et après sont encore plus calmes. Donc on entend juste les oiseaux qui chantent quelque part, les petites vaguelettes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors qu'est-ce qu'on voit ? Quand on est sur la plage, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se souvenir de comment était la plage avant. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette nouvelle plage ? On voit un certain nombre de pagodes qui sont en fait des restaurants éphémères qui ont été en partie complètement arrachés. On voit également des arbres, c'est les filaos. C'est des superbes arbres qui sont très emblématiques, avec des très très grandes racines. Et d'ailleurs, elles sont intéressantes ces racines parce qu'en fait, ces racines permettent de fixer l'arbre dans le sol et on voit l'érosion parce qu'en fait, sur un certain nombre de ces arbres, les filaos, eh bien, on voit que ces racines sont à 2 mètres de hauteur. Et qu'est-ce que vous venez faire sur cette plage du coup ? Ce qu'on vient faire sur cette plage, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, de mesurer l'évolution de cette plage. Et mesurer l'évolution de cette plage, c'est regarder la quantité de sable qui est partie, vers où il a été transporté, et donc faire un petit peu un état des lieux post-cyclone. Alors le bruit qu'on entend là, c'est un drone qui vient de décoller. Ça nous permet de façon extrêmement facile de mesurer un paramètre qui est pour nous extrêmement important, ça va être la topographie, c'est-à-dire combien de sable ont été dégagés lors de ce cyclone. Et donc, ce qu'on va faire sur ce drone, c'est qu'on va programmer le vol du drone. Donc le drone va partir, réaliser des mesures, prendre une succession de photos. Mais ces photos, elles ne vont pas être prises n'importe comment. L'idée, c'est de prendre des photos qui vont être prises avec des angles de prise de vue qui vont être très variés. Et c'est exactement comme avec votre regard. Vous arrivez à voir les objets en 3D parce que vous avez 2 yeux. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des successions de 2 images pour pouvoir réaliser justement la mesure de la topographie. Et pendant combien de temps on va le regarder voler et nous on fait quoi en attendant ? Eh bien nous, première chose, on prie pour qu'il ne tombe pas. Ouais. C'est le premier élément. Ça arrive ? Ça arrive, évidemment. On a eu un drone justement parce qu'en fait les drones on en a plusieurs et bon, il y a un certain nombre de drones qui sont créés justement ou qui sont fabriqués au niveau de la Chine. Et lorsqu'il y a un souci justement dans la télécommande, dans la programmation, eh bien il peut que ce drone se mette en off et décide de repartir sur le dernier point de mesure. Et là en l'occurrence, alors qu'on était en Bretagne,
on a eu une manip comme ça où le drone s'est arrêté, il est reparti direction plein est. Vous n'avez pas répondu à la question de Mila, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là? Le drone il fait ses vols, il est programmé donc il n'y a même pas besoin de piloter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on est comme ça, le drone nous renvoie en fait les images qu'il est en train d'acquérir. Donc, on est sur notre ordinateur et on voit en temps réel exactement la zone qui est acquise. Et ça nous permet éventuellement d'ajuster le vol du drone de manière à vraiment acquérir la zone qui nous intéresse. Ça veut dire quoi, acquérir une zone? Acquérir, c'est tout simplement prendre des photos sur la zone qui va nous intéresser. Mais tout à l'heure, vous parlez du phénomène de résilience. Est-ce que les cyclones y menacent ce phénomène? En fait, un phénomène de résilience, c'est la capacité justement de n'importe quel système naturel, ça peut être une plage, ça peut être une rivière, de s'adapter à des contraintes qui viendraient d'extérieur. Donc, il y aura toujours un phénomène de résilience. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle va évoluer. Et c'est ça tout l'intérêt. Est-ce que la plage qui va prendre une énorme tempête va être capable de revenir à son état initial ou pas? Et qu'est-ce qu'il voit de plus que nous, ce drone? Eh bien, le gros avantage, c'est que tu mesures quoi, 1m50, 60, 70? 60 quand même. Désolé. Voilà. Donc, tu mesures 1m60. Et bien, quand on est sur une plage à 1m60, on a une vision qui est très limitée. Le fait d'envoyer un drone et de regarder par-dessus va nous permettre d'avoir une zone extrêmement étendue pour pouvoir faire les On mesures. voit tout du coup. Exactement. D'accord. On voit tout et surtout on va pouvoir se déplacer pour pouvoir acquérir, j'ai toujours le terme acquérir des images sur toute la plage. Alors je crois que le drone a terminé ses images, donc là on fait quoi? On va au labo? Qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Alors, une fois que les images sont acquises par le drone, on les télécharge évidemment sur l'ordinateur et en effet, direction le laboratoire pour effectuer le traitement des images. Vous connaissez du monde un peu sur place? Parce que c'est vrai que vous êtes dans un laboratoire qui n'est pas le vôtre. Alors, évidemment, tous ces travaux se font toujours en relation, en coopération avec des équipes. Et donc, il y a l'université justement de La Réunion avec qui on travaille. D'ailleurs, quand j'arrive, je rejoins une étudiante en thèse qui est en thèse justement dans cette université. Et donc, tous ces travaux, en effet, ce sont des travaux d'équipe. Évidemment, le drone fait son acquisition toute seule, mais sur le terrain, on peut être 3, 4, 5 justement pour pouvoir faire ces manips de façon concertée. Vous êtes un peu comme à la maison, vous connaissez du monde. Eh ben oui, c'est un petit peu ça, c'est toujours surprenant, mais lorsqu'on arrive, alors là, la question, alors on se dit, tiens, j'étais le 31, il faisait moins 5 degrés, j'étais à Brest, on arrive à 30 degrés, et bien très rapidement, au moment où on met le pied, en fait, on se retrouve dans un environnement qu'on connaît, parce qu'on est venu, ça fait 10 ans, qu'on vient 2 à 3 fois par an, donc évidemment, c'est un petit peu la deuxième maison, ou au moins le deuxième laboratoire. Et qu'est-ce que vous en faites de ces images? Eh bien, ces images, on va passer de simples images comme vous pourriez avoir, vous, pris sur votre appareil photo, à des mesures de la topographie. Donc, on va traiter ces images. Alors, traiter ces images, c'est-à-dire effectuer un certain nombre de calculs pour passer d'une image à de la topographie de la plage. Ça va ressembler à une carte 3D ou pas du tout? C'est exactement ça. D'accord. On va créer une carte 3D et ce qui va être intéressant, c'est de regarder cette carte 3D et de la mettre en relation avec la carte 3D qu'il y avait eu avant le cyclone. Et alors combien de fois on va devoir revenir sur la plage, reprendre des photos, refaire des cartes? Là ça va ressembler à quoi? Parce qu'on reste une semaine ici, il ne reste plus beaucoup de jours d'ailleurs. Comment ça va se passer? Alors, ici on va prendre qu'une seule série de photos. D'accord. Par contre, évidemment, on a également des collègues qui travaillent sur place et ces collègues qui vont travailler sur place vont acquérir aussi des images sur des périodes de temps qui sont régulières, toujours à peu près à la même saison. Et ce qu'on va faire, c'est que si jamais on a un nouveau phénomène un petit peu extrême qui arrive, comme un cyclone, à ce moment-là, on va venir faire la mesure de façon beaucoup plus spécifique. Le reste de la semaine, on fait quoi du coup? Ah c'est farniente? Non, mais tu m'as demandé ce que je faisais une fois que j'avais pris les images, donc je suis parti au laboratoire. Et donc pour arriver au laboratoire, il faut que je fasse le traitement des données. Donc là, je me mets devant mon ordinateur et le traitement des données, c'est quelque chose qui est bien plus long que la simple acquisition. Il faut imaginer que pour 5 minutes d'acquisition de drone, je vais peut-être avoir une journée ou 2 journées de calcul derrière. Ah oui. Bon, il y a quelques petites après-midi tranquilles quand même, non? Tout à fait, mais ce que tu pourrais me dire, par exemple, c'est que, évidemment, mais qu'est-ce que tu fais pendant que l'ordinateur calcule? C'est la même chose, voilà. Eh bien, il faut surveiller qu'il calcule. Mais sinon, en effet, on en profite parce que ce qui nous intéresse, c'est en effet l'évolution des plages, mais il y a d'autres zones qui sont impactées. Et on travaille également sur les rivières. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va partir un petit peu marcher dans ces rivières pour essayer de regarder justement ce qui a pu avoir également comme impact. L'idée, c'est de voir vraiment de façon globale l'impact de ces cyclones sur la totalité de l'île. Parce qu'en plus la plage, il faut le dire, elle est menacée de part et d'autre. Enfin, la rivière, la mer, tout menace ce trait de côte dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, oui, c'est bien ça le problème un petit peu de cette zone littorale, c'est qu'on est impacté par quoi? Par les cyclones et les tempêtes et la houle qui vient depuis la mer, mais on est également impacté par les rivières
qui peuvent devenir en crue et donc apporter, charrier également du matériel qui vont modifier la plage. Alors là, c'est la dernière soirée. On va rester à l'Ermitage. On va rester à l'Ermitage parce qu'il y a un super petit restaurant juste derrière. La Marmite, c'est quasiment le lieu de passage obligé. À chaque fin de mission, on s'arrête à la Marmite. Et donc la marmite, elle a résisté au cyclone. Eh bien oui, la Marmite. Et pourquoi elle a résisté au cyclone, la Marmite? Parce qu'elle est située juste derrière sur la plage. Elle n'est pas en première ligne, comme les pagodes qui avaient en partie été impactées par ce cyclone. Bon, c'est vrai que l'ambiance est très sympa, hein, tu confirmes, Mila, c'est plutôt Ouais. chouette. Mais bon, on va pas se coucher trop tard non plus, parce qu'on a un avion demain. Alors je vous rassure, on peut aller se coucher tard parce que les avions qui partent de la Réunion partent le soir. Bon, bah plus d'excuses. Aéroport Charles de Gaulle, ça y est, c'est fini. On est resté une petite semaine à La Réunion et là, c'est le choc thermique dès la sortie de l'avion. Il fait très froid parce que c'est l'hiver, on l'avait oublié. Christophe, vous avez gardé vos tongs? Oui, alors oui, je l'avais tellement oublié qu'en effet, en discutant jusqu'au dernier moment avec les collègues à La Réunion, Ah, bravo. j'ai embarqué en laissant évidemment toutes mes affaires d'hiver dans la valise. Et malheureusement, lorsqu'on arrive à Roissy, eh bien évidemment, il fait moins 5 ou moins 6 degrés. Et là, moins 5 ou moins 6 degrés en short, c'est une situation qui est délicate. Heureusement, il y a des couvertures, donc je prends 2 couvertures dans l'avion et je me promène dans l'aéroport avec mes couvertures sur le dos. Donc là, pas le temps de se poser, on va à Brest. La saison des cyclones à La Réunion, elle tombe en même temps que la saison des tempêtes à Brest. Donc on n'a pas vraiment le temps de poser nos bagages, du coup, si je comprends bien. Non, évidemment, c'est pas de chance. On n'a vraiment pas de chance parce que dans les hémisphères sud qui nous intéressent, eh bien, on a les cyclones qui arrivent en janvier-février. Et quand vous revenez en Bretagne, eh bien, c'est également la période des tempêtes. Et cette année-là, en effet, on a des tempêtes. Donc vous courez toujours après les tempêtes. On ne court pas après les tempêtes. On attend les tempêtes et on espère qu'elles nous laissent un petit peu de temps pour nous organiser entre 2 tempêtes. On arrive sur la plage de Porce-Milin à Locmaria-Plouzané, c'est à quelques kilomètres de Brest dans le Finistère. Et là, on s'équipe, hein, c'est les vestes de quart, ces fameux manteaux de marin, parce que ça meule, comme on dit. C'est quand même mieux La Réunion. C'est après qu'il c'est plus chaud à La Réunion. Là, on a une beaucoup plus petite plage. C'est une petite plage qui fait une centaine de mètres. C'est ce qu'on appelle une plage de poche, ça porte bien son nom. Et là, on sait qu'on va avoir des tempêtes, donc on va essayer d'anticiper l'arrivée de ces tempêtes. Et donc on va essayer d'installer un certain nombre de capteurs. On ne va pas utiliser cette fois-ci que des drones. On va mettre des capteurs de pression qui vont nous permettre de mesurer la valeur, la hauteur de la houle pendant la tempête. Et là, on entend un engin mécanique, qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est quoi? Eh bien, vous imaginez bien que lorsque vous commencez à mettre du matériel qui doit supporter des tempêtes, il faut que ce matériel soit parfaitement bien arrimé à la plage. Donc le bruit que vous entendez, ce n'est rien d'autre qu'un tractopelle. On a loué un tractopelle, on va faire une tranchée dans cette plage pour pouvoir ensabler le plus profondément possible des supports qui vont maintenir les capteurs, même lorsque nous aurons une tempête très importante. Mais là, il y a beaucoup de monde sur la plage. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils nous attendent. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? La grande différence entre la Réunion et la Bretagne, c'est qu'il y a des effets de marée. Ah, mais oui, du coup. Et ben, du coup, on a très peu de temps pour pouvoir creuser la tranchée, installer le matériel et repartir avant que la marée revienne. Donc une des raisons pour lesquelles on a autant de personnes, c'est qu'on doit travailler sur des temps beaucoup plus limités. Donc ça vous prend à peu près combien de temps de faire ça? C'est combien de marée? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Eh bien, c'est à peu près 6 heures. Voilà. On va avoir 6 heures, on va avoir sur une période de 6 heures, justement, le temps de tout installer. Et donc là, ça va ressembler, ces fameux capteurs, comme les bouées jaunes qui limitent un peu les zones de baignade dans la mer. Ça va être un capteur qui va être au bout d'une chaîne. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des mesures qui vont aller depuis le bas de la plage jusqu'au sommet de la vague. Donc on va en effet mettre des bouées, et sur ces bouées, on va installer à différentes hauteurs de bouées nos capteurs. Et ils ont quel rôle, ces capteurs? Alors, c'est ce que je disais un petit peu. Ce qu'on va essayer cette fois-ci de mesurer, c'est pas tant ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, mais c'est ce qui se passe pendant. Et quel est le paramètre qui va nous intéresser? Eh bien, ça va être la force des vagues, la force du courant, par exemple. Et donc, on va essayer de mesurer pendant cette tempête, en effet, à toutes les hauteurs possibles, quelle va être la force de la mer, la force de la houle. Donc une fois que c'est installé, on attend que la tempête arrive. Exactement. On prend la mer,
parce qu'il y a d'autres capteurs à installer, ce ne sont pas les seuls. On est sur un petit bateau, on y va. Qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là ? Alors, quand je vous disais qu'on travaillait à marée basse, vous imaginez bien quand même que la mer ne recule pas de façon infinie. Donc il y a quand même une zone qui nous intéresse et qui, elle, va toujours être sous les eaux. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On vient justement, on a un navire, un petit navire de station qui appartient au laboratoire et qui va venir se positionner un petit peu au large. Et là, on envoie 2 plongeurs pour venir continuer à fixer ces bouées avec ces capteurs, cette fois-ci un peu plus au large. Et t'es déjà monté sur un bateau, Mila, ou pas ? En Espagne, une fois, j'ai fait un tour, mais j'ai un peu le mal de mer, donc... Alors je te rassure, il n'y a pas de technique. Moi aussi, j'ai le mal de mer. Oh, ça doit pas être facile tous les C'est jours. compliqué, du coup. Absolument, c'est pour ça que moi je me focalise plutôt sur les mesures qu'on fait sur la plage. Mila, Christophe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons descendre de ce bateau et retourner au labo, parce que ça, c'est quand même une grande partie de votre travail, Christophe. Une fois les mesures prises, faut les analyser. La tempête est passée. On a la majorité des capteurs qui sont toujours en place, parce que ça nous arrive de perdre des capteurs qui peuvent être entraînés par la mer. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a récupéré tous nos capteurs, on va récupérer justement toutes les données qui sont issues de ces capteurs, on va les mettre dans notre ordinateur et on va essayer de comparer les différentes données entre elles. Alors quand on compare aussi, il faut comprendre que c'est sur des très longues périodes. Cette plage, vous l'étudiez régulièrement. Alors, en effet, lorsqu'on essaye de comprendre l'évolution d'une plage, c'est important en effet de comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a une tempête, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir ce qui va se passer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc c'est ça en fait la difficulté de notre travail, c'est d'essayer de mélanger des échelles de temps qui n'ont rien à voir. Une tempête, une saison, plusieurs années. Et vu que vous étudiez cette plage depuis longtemps, comment elle a évolué ? Est-ce que ça a avancé ? Est-ce que ça a reculé ? Alors c'est une bonne question, Hilaire, parce que si tu vas sur cette plage au mois de janvier, février, tu vas voir des galets sur cette plage. Et si tu vas au mois de juillet, tu vas pouvoir te baigner parce qu'il y aura une plage de sable. C'est bien fait quand même. Ouais. C'est exactement bien fait, mais ça veut dire que si on mesure la donnée, enfin si on mesure cette plage en janvier et qu'on la compare par rapport à juillet, ça n'a aucun sens. Par contre, si je la mesure en janvier d'une année, puis janvier de l'année suivante, à ce moment-là, ça a un sens. Du coup, vous faites vos calculs sur plusieurs années. Exactement, et c'est bien la raison pour laquelle on est obligé de travailler sur très 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 long terme. Et alors Elle a évolué comment en 10 ans par Eh bien, exemple ? là, on est sur une petite plage de poche qui n'a pas une érosion qui est extrêmement importante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir justement comment il y a un effet de balancier. Parce qu'on se rend compte que cette plage, depuis une vingtaine d'années, eh bien, sur certaines périodes, eh bien, va être ce qu'on appelle engraissée. Bon, le mot n'est pas très joli. Elle va engraisser tout simplement. On va avoir une grande quantité de sable. Elle est plus Et rondelette. après, elle peut éventuellement dégonfler. Et en fait, c'est assez intéressant de travailler sur une 10, 15, 20 ans et surtout de comparer cette plage avec toutes les autres plages qui sont autour. Donc finalement, pas d'inquiétude sur cette côte-là ? En fait, cette petite plage, elle est entourée de falaises. Et ce sont des falaises rocheuses dures. Qui On la en parlera protègent. peut-être tout à l'heure, justement. Donc ces falaises de granit sont des falaises qui sont très peu érodables. C'est-à-dire qu'on a le sable qui s'en va, qui revient, mais en soi, la forme de la plage va rester identique sur un grand nombre d'années. Une des zones où c'est le plus facile, c'est de voir justement, non plus on va changer, on va plus passer sur une plage de sable, mais on va passer sur des plages où vous avez des falaises. Et des falaises cette fois-ci, des falaises crayeuses, c'est-à-dire avec un matériel qui est beaucoup plus friable que le granit qu'on avait en Bretagne. Bon allez, on prend la voiture. Mila, tu fais la conduite accompagnée ? C'est bon, je te laisse le volant ? Non, ça va. Je vais me mettre derrière, je vais vous laisser conduire. Sinon Ok. tu peux y aller en bateau. Hein. J'ai le mal de mer, du coup, je préfère la voiture. Bon bah alors c'est parti pour 6 heures de route, on remonte un peu au nord, direction Sainte-Marguerite-sur-Mer en Seine-Maritime, donc on va voir ces falaises, donc on court pas après une tempête, on n'arrive pas après un cyclone. Christophe, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Eh bien toujours la même chose, on essaie de comprendre comment évolue notre littoral. Et en fait, on ne devrait pas parler d'un littoral, mais des littoraux, puisqu'en fait, les environnements littoraux sont différents. On vient d'un endroit où c'était des plages de sable fin, on arrive sur des zones où vous avez des falaises. Et là, comprendre l'évolution de ces falaises, c'est également quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est effectivement les falaises, alors dites-moi si je me trompe, mais elles reculent sur cette zone de 50 cm par an. Voilà, là, on est sur des vitesses de recul de plusieurs dizaines de centimètres par an. Et il faut imaginer que ces dizaines de centimètres par an se font sur des hauteurs qui sont extrêmement importantes. Vous voyez, on est sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur également. Il y a des villages une partie des villages qui sont complètement amputés parfois à cet endroit-là. Eh bien, c'est bien en effet le problème. Je veux dire que si vous passez justement dans ces régions, vous verrez en effet que certaines routes doivent être décalées et en effet, des maisons doivent être détruites sous peine de basculer dans le vide.
Alors je vous interromps 2 minutes, mais il y a un monsieur qui est en train de s'équiper, on a l'impression qu'il va faire de l'escalade, c'est interdit sur les falaises. Eh bien, on le connaît puisque en fait, il a tout à fait le droit puisqu'il est habilité justement pour faire des travaux en altitude. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va installer sur cette falaise un certain nombre d'instruments pour pouvoir, de la même façon que nous avions installé des instruments sur la plage de Porce-Milin, d'essayer de mesurer un certain nombre de paramètres qui vont être modifiés lorsqu'on va avoir une énorme tempête et qui vont provoquer éventuellement l'érosion. Ok, mais nous on fait quoi pendant ce temps-là ? Eh bien, on le regarde et on vérifie que tous les instruments qui sont installés commencent bien à enregistrer des données. Et encore une fois, on est sur notre ordinateur en train de vérifier que tous les instruments sont bien installés. En fait, les falaises, elles s'érodent, tout comme les plages. Et pourquoi une falaise s'érode ? En fait, une falaise, elle est impactée à la fois par des vagues qui viennent attaquer le pied de falaise. En attaquant le pied de falaise, on attaque de la craie. Et quand on met de l'eau sur de la craie, on dissout la craie. Et donc forcément, il y a un appel au vide qui peut se créer. Et l'autre raison, c'est que tout simplement, ces falaises, elles subissent également des précipitations. Il pleut énormément. On a des fissures. L'eau également, l'eau des pluies peut s'infiltrer et également participer justement à cette érosion. Et du coup, l'érosion, ça n'a aucun rapport avec nous. C'est pas dû au réchauffement climatique. Alors c'est une excellente question. Parce qu'en fait, il y a eu de l'érosion depuis la nuit des temps. Bien avant l'arrivée de l'être humain, il y a eu de l'érosion. Mais attention, que cette érosion est également peut-être renforcée par un certain nombre de paramètres qui sont d'origine humaine. Notamment, on avait parlé de la multiplication, par exemple, des événements extrêmes peuvent être liés à l'homme, et donc ça participe à l'érosion. Eh bien, justement, parmi les modèles d'évolution du climat, on prévoit qu'il risque d'y avoir une augmentation à la fois du nombre et également de l'intensité de ces événements météorologiques extrêmes. Donc, accroître le processus d'érosion. Et c'est là où l'homme se dit, si je mettais des digues, si je faisais des constructions justement pour éviter tous ces phénomènes-là, de ces plages qui reculent, bon, on se rend compte que ça fonctionne pas forcément très bien. Le problème, c'est que l'homme a voulu se rapprocher de la mer. Il s'est rapproché de la mer, il s'est installé. Il a installé ses maisons, il a installé des ports, il a installé un certain nombre d'activités. Et que forcément, il veut les protéger. Et le problème, c'est qu'en voulant protéger localement, justement, une maison, un port, on va modifier le processus naturel d'érosion. Et en fait, ce processus naturel d'érosion va se transférer ailleurs. Et donc, on va peut-être gagner un tout petit peu de temps, mais on ne va jamais gagner contre un processus d'érosion. Et pourquoi vous avez choisi, Christophe, de travailler sur le littoral ? Ce qui est passionnant dans le littoral, mais qui est passionnant, on va dire, dans la nature, c'est d'essayer de comprendre justement l'évolution, comprendre les processus et de savoir comment nous, à notre échelle, en effet, on peut agir. Une fois qu'on a compris, il est nécessaire de comprendre pour pouvoir agir. Et ça, c'est peut-être le point le plus important justement de notre travail, c'est d'être capable de vraiment comprendre la totalité des processus, de ce qui se passe, pour pouvoir proposer des solutions qui soient réellement efficaces. Non, puis là, du haut de ces falaises, on a quand même une vue, il faut le dire, magnifique. Vous, la mer, il y a quand même, c'est un peu une Madeleine de Proust. Alors, absolument, parce que moi, je suis originaire de Picardie, donc là, on était en Normandie. Moi, j'étais 50 ou 60 km un petit peu plus haut, et donc évidemment, j'ai passé mon temps sur ces plages, et c'est toujours incroyable de revenir 30 ou 40 ans sur les mêmes plages, et cette fois-ci, en essayant de comprendre exactement tout ce qui peut se passer. Moi, j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve ? Mon rêve à 15 ans, c'était de passer le plus de temps possible sur les plages. Mais pas pour les comprendre. À l'époque, c'était pour faire de la planche à voile et c'était pour faire du spitzel. C'était la planche à voile à roulettes. Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve ? Alors, je sais pas si c'est un rêve, mais mon désir, c'est vraiment de pouvoir transmettre la totalité de la connaissance que j'ai pu acquérir ou qu'on a pu acquérir au nom des scientifiques à la future génération, de manière à ce qu'elle soit capable de prendre les bonnes décisions pour justement participer à essayer d'améliorer le sort de la planète. Plongeons au plus près du littoral avec Christophe Delacour, géophysicien spécialiste de l'évolution du littoral à l'Université de Brest. Un podcast produit et réalisé par René Prod, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Gobelin, l'école de l'image, et pour cet épisode, le lycée Darius Milhaud, Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.